Un milliardaire découvre la fille de sa gouvernante, en train de laver la vaisselle en secret, et il est sur le point de découvrir une vérité désespérée qu'elle ferait n'importe quoi pour cacher. 3 heures du matin, le milliardaire, Arthur Colmont, marchant dans les couloirs silencieux de son vaste hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, aperçut une scène inattendue dans sa cuisine monumentale. Claire, une jeune fille de 17 ans, la fille de sa gouvernante, était en train de frotter une montagne d'assiettes. Ses mains étaient rouges et à vif. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. Elle devrait être à l'école. À la place, elle était ici, racontant des mensonges pour protéger un secret désespéré. Le milliardaire, un homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, savait que ce n'était pas seulement une fille aidant sa mère. C'était l'indice d'un sacrifice qu'il ne comprenait pas encore. Il avait construit un empire en reconnaissant les schémas, mais le sommeil était un prix qu'il n'avait jamais réussi à payer. Arthur Colmont trouva le silence plus bruyant que tout dans son immense demeure vide cette nuit-là. Ce silence fut brisé. La grande horloge du hall sonna 3 oisins. Le son était lourd, chaque coup résonnant le long du couloir de marbre. Arthur se tenait en haut du grand escalier, sa robe de soie serrée autour de lui. C'était un homme qui avait bâti un empire mondial du transport maritime. Il l'avait fait en anticipant les problèmes. Il pouvait voir une tempête s'élever au-dessus de la mer de Chine et savoir instantanément quels 300 navires devaient changer de route. Il ne pouvait cependant pas prévoir une solution pour sa propre insomnie. Il se frotta les yeux. La maison était froide. Il revenait de la bibliothèque, un lourd ouvrage sur l'histoire romaine resté fermé dans sa main. Il avait essayé de lire. Il avait essayé d'écouter de la musique. Il avait essayé de méditer. Mais son esprit latou, qui avait bâti sa fortune, refusait de s'éteindre. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'était pas un bruit dangereux. Sa sécurité était absolue. Personne ne pouvait pénétrer sur sa propriété. C'était un petit bruit, un bruit secret, le tintement d'un verre posé délicatement sur le plan de travail en granit. Arthur se figea. Il écouta. Le son venait du rez-de-chaussée à l'autre bout de la maison. De la cuisine principale, le frottement discret et rythmé d'une éponge contre une assiette. Il descendit le couloir, ses chaussons de cuir, glissant sans bruit sur les tapis épais. Il descendit l'escalier, son esprit en alerte. Ce n'était pas un voleur. Un voleur ne ferait pas la vaisselle. C'était un employé. Mais pourquoi? À cette heure-ci, il poussa la lourde porte en chêne menant à la cuisine principale. La pièce était sombre, éclairée seulement par la petite lumière jaune au-dessus du four industriel. La cuisine était immense, conçue pour recevoir de grandes réceptions. C'était une caverne d'acier inoxydable et de bois sombre. Et là, minuscule, au milieu des comptoirs, se trouvait une jeune fille. Courbée au-dessus de l'évier profond en acier, elle lui tournait le dos. Elle paraissait petite et frêle. Elle frottait un verre en cristal avec une énergie concentrée et désespérée. Arthur s'éclaircit la gorge. La jeune fille sursauta violemment, un souffle d'air coupé. Elle se retourna si vite qu'elle faillit laisser tomber le verre. Il glissa de ses mains savonneuses. « Oh !» s'écria-t-elle en se jetant pour l'attraper. Elle le rattrapa de justesse, ses jointures devenant blanches. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle n'était pas seulement surprise. Elle était terrifiée. Une terreur beaucoup trop profonde pour une simple frayeur. « Monsieur Colmont » souffla-t-elle. Il ne la reconnut pas. Il avait du personnel, mais il les voyait rarement. Ils étaient gérés par son chef de maison, Georges Lambert. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix n'étant pas dure, mais celle d'un homme habitué à recevoir des réponses. « Je suis Claire, monsieur, Claire Miller. » Elle s'essuya frénétiquement les mains sur un torchon, ses yeux allant de lui à la porte.
Je suis la fille d'Hélène. Hélène Miller, votre gouvernante. » L'esprit d'Arthur fit le lien. Hélène, une bonne femme fiable, discrète, toujours professionnelle. Elle travaillait pour lui depuis 5 ans. « Claire, » dit Arthur, en avançant complètement dans la cuisine. Il alluma les lumières principales. La pièce fut inondée d'une lumière blanche et stérile. Le brusque éclat fit sursauter la jeune fille. Il la vit alors clairement. Elle était jeune, peut-être 17 ans. Elle avait les cheveux blonds attachés en une queue de cheval, échevelés des mèches collées à son front humide. Elle était pâle. La peau sous ses yeux n'était pas seulement ombragée, elle était marquée de cernes sombres, d'une fatigue profonde. Elle ressemblait à un soldat ayant passé des semaines en première ligne. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci » demanda Arthur, sa voix plus douce. « Où est ta mère » ? « Elle est malade, monsieur, » répondit Claire. Les mots sortirent trop vite, trop répétés. Juste un mauvais rhume. Elle se sentait très mal. Elle était tellement inquiète pour la vaisselle de votre réception. Je lui ai dit que je m'en occuperais pour qu'elle puisse se reposer. Le regard d'Arthur glissa de la jeune fille vers l'évier. Il débordait. Les restes de sa réception de 30 personnes. Assiettes, casseroles, plats de service, des dizaines de verres. C'était un désordre de traiteurs professionnels. Un travail pour 3 personnes, pas pour une enfant. Un mauvais rhume, répéta Arthur. Il la regarda. Son esprit analysait le mensonge. C'était un mauvais mensonge. Une enfant de son âge devrait dormir. Et elle t'a envoyé, dit-il à 3 heures du matin pour faire son travail, non. La voix de Claire devint brusquement tranchante, protectrice. La terreur laissa place à un éclair de colère. Elle ne m'a pas envoyé. Elle ne sait même pas que je suis ici. Je suis entrée toute seule. J'ai une clé. Je l'aide les week-ends. Parfois, je connais sa routine. Je voulais juste finir avant son réveil pour qu'elle ne s'inquiète pas. C'était un mensonge courageux, pensa Arthur. Mais un mensonge tout de même. Tu devrais être au lit, dit Arthur en croisant les bras. Tu as court demain. Enfin, aujourd'hui. Claire tressaillit. Un mouvement minuscule, presque invisible, ses épaules se crispèrent, ses yeux chutèrent brièvement vers le sol. Arthur le vit. Il avait bâti sa fortune en lisant ses micro-réactions sur les visages de ses adversaires en salle de conseil. Un tressaillement signifiait une vérité cachée. « Oui, monsieur », murmura-t-elle, ses yeux fixés au sol. « Je vais bientôt finir. Je vous promets que je ne vous dérangerai plus. Je suis très discrète. » Elle se tourna de nouveau vers l'évier, comme si elle venait de le congédier. C'était un signal clair. « Partez, s'il vous plaît. » Arthur ne partit pas. Il resta là 1 minute entière, l'observant frotter. Il vit ses petites mains rouges et irritées par l'eau brûlante et le savon. Il regarda autour de la cuisine. Son regard s'arrêta sur un sac à dos affaissé près de la porte de service. Un vieux sac bleu délavé. Les fermetures éclairs tirèrent prêtes à céder. Il semblait lourd. Pendant de la fermeture principale, un cordon bleu-blanc-or brillait, celui qu'on remet aux majors de promotion dans les lycées d'élite. Les yeux d'Arthur se plissèrent. Il connaissait ce cordon. À côté, glissé dans la poche latérale, en filet, se trouvait un petit cadre photo. Il était ancien. Une jeune femme et un homme en uniforme militaire impeccable. Arthur regarda la jeune fille. Il regarda la montagne de vaisselle. Il regarda le cordon. Le cordon. La vaisselle à 3 heures du matin. Le mensonge. L'épuisement. Les pièces ne s'assemblaient pas. C'était un schéma brisé. Et Arthur Colmont détestait les schémas brisés. « Laisse cette vaisselle, » dit Arthur. Claire s'arrêta, ses mains figées dans l'eau savonneuse. « Monsieur laisse. Rentre chez toi, va dormir. » « Mais, ma mère,
Elle sera tellement contrariée si ce n'est pas fait. Elle aura des ennuis. Je m'occuperai de ta mère, dit Arthur. Sa voix n'était pas dure, mais elle ne laissait aucune place à la discussion. Rentre chez toi, Claire. Elle hésita. Ses épaules s'affaissèrent. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était de la défaite, comme si elle avait échoué à remplir une mission. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Elle retira rapidement le tablier lourd et trempé. Elle attrapa son sac à dos, le passa sur une épaule et glissa par la porte de service dans l'obscurité précédant l'aube. Arthur resta seul dans la gigantesque cuisine silencieuse. Le silence revint, mais à présent, il était rempli de questions. Il voyait encore, dans son esprit, le cordon d'honneur d'une major de promotion. Il voyait l'évier, une plongeuse épuisée. Il se rendit à son bureau. Il n'essaya pas de dormir. Il s'assit dans son fauteuil en cuir et regarda le ciel noir devenir gris. Il attendait. À 7 heures du matin, il prit son téléphone. « Georges, dit-il, lorsque son chef de maison décrocha. Georges Lambert était à son service depuis 20 ans. Précis, efficace, discret. « Monsieur Colmont, vous êtes matinal. J'ai deux tâches pour vous, Georges. Premièrement, notre gouvernante Hélène Miller. Quelle est sa situation? » Il y eut une pause. Arthur entendit les clics lointains d'un clavier. « Madame Miller, » dit Georges d'une voix prudente. « Elle a été très irrégulière, monsieur. Beaucoup d'arrêts maladie ces 2 derniers mois. Je préparais justement un dossier pour discuter de son renvoi. »« Mettez ce dossier de côté, » ordonna Arthur. Ses mots tombèrent comme une lame froide. Deuxièmement, sa fille, une certaine Claire, environ 17 ans. Elle est en terminale. Je veux tout savoir. Son lycée, ses notes, son assiduité. Monsieur, Georges semblait décontenancé. Ce n'était pas une demande habituelle. Cette fille était ici à 3 heures du matin, Georges, en train de laver la vaisselle de ma réception. Elle avait l'air brisé, et elle portait un cordon de major. Cela ne colle pas. Je veux savoir pourquoi. Tout de suite, monsieur. Encore une chose, Georges. Le sac de la jeune fille. Il y avait une photo. Un soldat, uniforme militaire, parachutiste français. Compagnie Baker, je crois. Trouvez qui il est. Arthur passa la journée dans un brouillard. Il eut des réunions sur les coûts du carburant et les routes maritimes. Il parla à des dirigeants à Hong Kong et à Londres, mais son esprit restait dans la cuisine. Il revoyait les yeux terrifiés de la jeune fille. Il revoyait le cordon d'honneur. À 16 heures, Georges Lambert apparut à la porte du bureau. Il tenait une mince chemise cartonnée. Georges n'était jamais désordonné, mais aujourd'hui, il semblait sombre, ébranlé. « Monsieur », il posa le dossier sur le bureau poli. « Allez-y, Georges. Vous aviez raison au sujet de la jeune fille, » dit-il en ouvrant la chemise. Claire Miller, 17 ans, élève de terminale au lycée Victor Hugo. Il fit glisser une feuille imprimée. Une photo issue du site du lycée Claire, souriant largement, un certificat dans la main. Ce n'est pas seulement une bonne élève, monsieur. C'est la major de tout le département. Mention félicitations du jury. Bourse d'excellence pour Sciences Po, Paris, en attente de sa réussite au bac. Et il y a 2 semaines, elle a été nommée lauréate nationale, distinguée par le ministère de l'Éducation. Une des 160 meilleures élèves du pays. Arthur fixa la feuille. Une lauréate nationale qui abandonne son avenir pour laver ma vaisselle. C'est précisément cela, monsieur, dit Georges d'une voix basse. C'est là le problème. Il fit glisser une 2e feuille. C'était un rapport officiel d'assiduité transmis par le rectorat de Paris. J'ai parlé avec la proviseure du lycée Victor Hugo, dit Georges. Elle était très émue. Depuis 25 jours, Claire Miller ne vient plus en cours. Elle a été signalée comme en situation d'absentéisme grave. La proviseure est dévastée.
Elle dit avoir essayé d'appeler la mère Hélène, mais le numéro est coupé. 25 jours, murmura Arthur. La chronologie s'emboîta. Le schéma commençait à se dessiner. Oui, monsieur, continua Georges. Elle a manqué la date limite pour accepter sa bourse d'excellence pour Sciences Po. Le lycée est tenu de déclarer son absentéisme à l'académie. Elle ne pourra plus valider son admission. C'est terminé. Le gaspillage, le gâchis tragique. Arthur le ressentit comme un coup physique. Ce n'était pas une fille qui séchait les cours, c'était une lumière brillante qui s'éteignait. Pourquoi? Georges demanda Arthur d'une voix basse. Pourquoi la mère? La voix de Georges se fit grave. Hélène Miller, ce n'est pas un mauvais rhume. On lui a diagnostiqué, il y a 2 mois, une forme sévère et agressive de lupus. Les nouveaux traitements, les spécialistes, la sécurité sociale ne les remboursent pas, jugés non pris en charge. Le reste à payer pour le traitement principal est de 900 € par mois. Arthur sentit un nœud froid se former dans son ventre. Hélène a été renvoyée de son 2e emploi au pressing du quartier à cause de ses absences liées à la maladie. Votre emploi, monsieur, c'est tout ce qui leur reste. Le téléphone a été coupé pour économiser l'argent. 900 € par mois, répéta Arthur. Pour lui, ce n'était rien. Une erreur d'arrondi. Pour elle, c'était un avenir. Claire sait, déclara Arthur. Oui, monsieur. Elle a cessé d'aller au lycée pour travailler, répondit Georges. Je suis encore en train de vérifier, mais il semble qu'elle couvre aussi les heures de sa mère ici, sans être payée pour éviter que vous ne licenciez Hélène. Elle tente de conserver l'emploi et la mutuelle que sa mère est trop malade pour assumer. Arthur se leva. La colère et la tristesse montaient en lui. Il marcha jusqu'à la fenêtre. Le soldat Georges. La photo. Georges fit glisser la dernière feuille du dossier. C'était une photo militaire en noir et blanc de mauvaise qualité. Capitaine Robert Miller, dit-il. Le grand-père de Claire. Le père d'Hélène. Parachutiste français, compagnie Baker, guerre d'Algérie, de campagne, hautement décoré, décédé en 2010. Arthur regarda le nom et son sang se glaça. Compagnie Baker. Il se détourna de la fenêtre. Il marcha jusqu'à une photo encadrée sur son étagère. Une photo qu'il n'avait pas vraiment regardée depuis des années. Un groupe de jeunes hommes en treillis souriant dans la poussière d'un désert étranger. « Mon frère, dit Arthur, d'une voix si faible qu'elle n'était presque qu'un souffle. Mon grand frère Thomas. Il était dans la compagnie Baker. Il n'est jamais revenu. » Arthur regarda Georges, ses yeux devenus clairs et durs comme la glace. « Ce n'est pas une employée, Georges. C'est de la famille. »« Monsieur, donnez-moi leur adresse, » dit Arthur la voix basse et dangereuse, « et trouvez où se trouve Claire Miller en ce moment. » L'adresse était celle d'un vieil immeuble délabré, dans un quartier d'où Arthur n'était pas passé depuis 40 ans. Il s'y rendit lui-même dans sa berline discrète, pas dans la Rolls-Royce. Il avait besoin d'être invisible. L'immeuble sentait le chou bouilli et la moquette humide. Arthur monta 3 étages. Le béton était fissuré. Il frappa à la porte du 3B. Il entendit un pas traînant douloureux. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne. Un œil apparut. Hélène, dit Arthur doucement. La porte se referma aussitôt. Il entendit un sanglot étouffé, puis le cliquetis de la chaîne. La porte s'ouvrit. La femme qui se tenait devant lui était une ombre. Elle avait 10 ans de moins qu'Arthur, mais en paraissait 20 de plus. Ses mains gonflées étaient comme déformées. Son visage était gris de douleur. Elle se tenait difficilement à un déambulateur métallique. Ce n'était pas la femme soignée et efficace qui gérait sa maison. « Monsieur Colmont, souffla-t-elle honteuse. J'allais vous appeler.
Je voulais... Hélène, dit Arthur en l'interrompant doucement. Je suis venu te voir. Il entra dans le petit appartement nu. Il était impeccable, mais glacial. Un petit radiateur électrique rougeoyait faiblement dans un coin. J'ai vu clair hier soir, dit-il. Le visage d'Hélène se décomposa. Elle s'effondra sur le vieux canapé. Mon Dieu, elle avait promis, je lui ai dit de ne pas y aller. Je lui ai dit que je pouvais encore travailler. Il me fallait juste quelques jours. Hélène dit Arthur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Et dire quoi? Murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joutes pâles. Que je ne peux plus faire mon travail, que vous devriez me renvoyer. Cet emploi, c'est tout ce qu'on a. La mutuelle, elle couvre les visites de base. C'est tout pour nous. La bourse, dit Arthur, sa voix à peine audible. La tête d'Hélène se releva brusquement. Ses yeux s'ouvrirent d'une douleur plus aiguë encore. La bourse présidentielle, la bourse pour Sciences Po, murmura-t-elle. Claire. Elle s'étouffa dans un bruit qui n'était pas un cri, un hurlement profond, brut, venu du fond de son âme. Je l'ai trouvé, dit-elle en sanglotant. La lettre du ministère, je l'ai trouvée dans la poubelle. Dans la poubelle. Je lui ai demandé, et elle m'a regardé avec ses yeux vides, épuisés, et elle m'a dit, « C'est quoi une bourse? » « Maman, est-ce que ça paie tes médicaments? Est-ce que ça garde la lumière allumée? » Hélène serra ses propres cheveux entre ses doigts enflés tremblants. Elle jette toute sa belle vie. Pour moi, pour 900 €. Arthur sentit les morceaux de son cœur se briser. C'était une forme de pauvreté, qu'il avait oublié la pauvreté des choix impossibles. Où est-elle, Hélène? Où est-elle maintenant? Elle a trouvé un travail, murmura Hélène en détournant le regard comme si elle avouait un crime. Un service de nuit. Pour pouvoir être là la journée au cas où je tomberais. C'est dans une brasserie. La brasserie L'Étoile du Soir dans le centre. Reste ici, dit Arthur. Ferme ta porte, je reviens. La brasserie. L'Étoile du Soir était bruyante, lumineuse, et sentait le café rassis et la graisse de cuisine. Arthur Colmont eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Il prit une banquette dans un coin, son manteau de laine sur mesure, lui donnant l'air d'un étranger déguisé. Une serveuse âgée, au visage fatigué, mais doux s'approcha. « Qu'est-ce que je vous sers, mon chou? »« Juste un café noir, dit Arthur. Il observa la salle, et puis il la vit. Claire se déplaçait entre les tables, un lourd plateau brun équilibré sur un bras. Sa queue de cheval blonde était dissimulée sous un filet bleu. Son uniforme était trop grand avec le nom « Patty » brodé en rouge sur la poche. Elle bougeait avec une efficacité mécanique sombre. Elle ne souriait pas. Elle remplissait les verres d'eau, débarrassait les assiettes, prenait les commandes. Elle avait 17 ans, une lauréate nationale, et elle ressemblait à quelqu'un qui faisait ce travail depuis toute une vie. Arthur la vit grimacer lorsqu'elle souleva une grande bassine remplie d'assiettes sales. Il vit le gérant, un petit homme trapu, à l'air furieux, chemise blanche, tâcher aboyer des ordres à son égard. Elle hochait simplement la tête, le visage fermé, et continuait. « Elle est comme sa mère », pensa Arthur, tentant de ne pas céder. Il attendit. Il sirota son café amer et à queue. Il la regarda pendant 20 minutes. Il la regarda courir. Il la regarda essayer d'être invisible. Elle nettoyait maintenant la banquette à côté de lui. Ses bras débordèrent d'assiettes. « Claire, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha net à travers le vacarme de la brasserie. Elle se figea. Le cliquetis des assiettes dans ses mains cessa. Elle se tourna lentement ses yeux, cherchant les siens dans le coin sombre.
Son visage passa du pâle au blanc. Le sang s'enfuit. Elle le regarda. Elle regarda son uniforme gras. Elle regarda le hamburger à moitié mangé sur l'assiette qu'elle tenait. Et le plateau surchargé glissa de ses mains tremblantes. Il s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. Les assiettes éclatèrent. Les verres explosèrent. Du ketchup et des restes de nourriture giclèrent sur le linoléum. La brasserie entière se tut. Claire resta immobile, fixant le désastre, fixant Arthur. Ses épaules commencèrent à trembler. Miller hurla le gérant depuis le comptoir. Son badge indiquait Michel. « Qu'est-ce que tu fais? Ça sera déduit de ton salaire. » Claire ne le regarda pas. Elle regardait Arthur. Ses yeux qui avaient été terrifiés dans la cuisine étaient maintenant remplis d'un sentiment différent, plus profond, une humiliation totale et absolue. Elle tomba à genoux et de ses mains nues commença à ramasser les morceaux de verre brisés. Miller prend un balai. « Nettoie-moi ça immédiatement !» Michel hurlait. Son visage était rouge écarlate. « Tu as de la chance que je ne te vire pas sur le champ. C'est une semaine de salaire, plus la casse, espèce de... Ça suffit. » La voix d'Arthur n'était pas forte. Elle était basse, froide, lourde d'autorité. Elle coupa le silence, plus net encore que les cris de Michel. Arthur se leva de sa banquette. Il marcha et se plaça directement entre le gérant et la jeune fille au sol. Il avait une tête de plus que Michel, et bien qu'il approchât des 70 ans, il dégageait une puissance absolue. Michel, auparavant concentré sur Claire, regarda Arthur pour la première fois. Il vit le manteau cher. Il vit la montre en or. Il vit le visage d'un homme qui ne semblait pas appartenir à cette brasserie. « Et vous êtes qui ?» vous lança Michel, mais sa voix avait perdu toute arrogance. « C'est mon employé, » dit Arthur en le coupant net. « C'est une enfant qui n'était manifestement pas bien. » Il glissa la main dans son manteau, sortit un portefeuille en cuir et en tira plusieurs billets. 3 billets de 100 €. Il les posa sur le comptoir. « Voilà, dit-il, pour les assiettes cassées, pour mon café et pour le dérangement. » Les yeux de Michel s'agrandirent. Il ramassa l'argent immédiatement. Arthur lui tourna alors le dos, un acte de mépris total, puis s'accroupit, ses genoux protestant légèrement. Il se retrouva à hauteur de visage avec Claire. Elle pleurait des larmes silencieuses, traçant des sillons sur ses joues sales. Elle essayait encore de ramasser les morceaux de verre, ses mains tremblant. Claire dit à Arthur d'une voix douce mais ferme. « Lève-toi, tu t'en vas. »« Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Sa voix se brisait. « Mon service, j'ai besoin, ton service est terminé. » Il lui tendit la main, une main propre, stable, une main qui signait des contrats de milliards. Elle la regarda un instant. C'était une bouée de sauvetage. Lentement tremblante, elle posa sa petite main grasse et écorchée dans la sienne. Arthur la releva, comme si elle ne pesait rien. Il ne lâcha pas sa main. Il la garda dans la sienne et la guida vers la porte, la protégeant des regards insistants des autres clients. « Attendez !» cria Michel, soudain conscient qu'il était en train de perdre une employée, même maltraitée. « Vous ne pouvez pas simplement. Elle doit... » Arthur s'arrêta à la porte. Il se retourna vers Michel. « Elle a terminé, dit-il. » Et à la façon dont il le dit, Michel comprit immédiatement que c'était vrai. Arthur Colmont poussa la porte vitrée et guida Claire Miller dehors dans l'air froid de la nuit, laissant derrière eux les assiettes brisées et l'odeur d'oignons frits. La voiture était un cocon de silence. Une berline sombre et lourde, pas un de ses modèles luxueux habituels. Elle sentait le vieux cuir et légèrement le tabac de sa pipe. Elle était chaude, les sièges chauffants vibraient doucement contre le dos de Claire, mais elle avait si froid qu'elle ne sentait rien. Elle restait raide, les mains jointes sur ses genoux,
encore sale du sol de la brasserie. Son regard était fixé sur l'horloge du tableau de bord. 23h47. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait installée dans la voiture. Elle tremblait d'une honte silencieuse terrible. Il l'avait vue au plus bas. Il l'avait vue échouer. Arthur conduisait prudemment, ses grandes mains posées légèrement sur le volant. Il n'alluma pas la radio. Le seul son était le foum-foum des essuie-glaces chassant une fine brume sur le pare-brise. Il la regarda. Elle n'était qu'une silhouette dans l'obscurité, le visage tourné vers la vitre. « Tes mains, dit-il doucement. »« Elles sont coupées. » Claire sursauta, surprise par sa voix. « Quoi le verre? Tu es blessée? » Elle desserra lentement ses poings et baissa les yeux. Elle ne l'avait même pas senti. Une fine ligne sombre de sang traversait sa paume droite. Je ne sais pas. Ce n'est rien. Arthur soupira. Il gara la voiture sur une rue calme, bordée d'arbres. Il coupa le moteur, enclencha le frein et alluma la lumière intérieure. Une lumière jaune douce comme celle d'une lampe de lecture. Et dans cette lumière, il la vit clairement. Son visage était taché de saleté. Ses cheveux étaient emmêlés, marqués là où le filet les avait serrés. La petite coupure sur sa main perlait de sang. Elle le regarda, les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que vous faites? »« Ça va piquer, » dit-il simplement. Il ne répondit pas à sa question. Il ouvrit la boîte à gants. Sa voiture, comme sa vie, était organisée. Il en sortit une petite trousse de premiers secours noire. Il l'ouvrit, prit une lingette antiseptique et un bandage. « Donne-moi ta main, » ordonna-t-il. « Non, c'est bon. Vraiment. Je suis en train de salir votre voiture. » Elle tenta de cacher ses mains sous ses jambes. Claire. Sa voix était douce, mais portait la même fermeté que dans la brasserie. « Donne-moi ta main. » Elle hésita, puis finalement lentement lui tendit sa main tremblante. Il la prit. Sa main à lui était chaude et étonnamment douce, mais sa prise était ferme. Il tenait sa petite main crevassée dans la sienne. Il tamponna délicatement le sang, puis ouvrit la lingette antiseptique. Elle poussa un léger cri lorsque l'alcool toucha la plaie. « Je te l'avais dit », murmura-t-il sans lever les yeux. « Un petit prix à payer. » Mon frère Thomas disait toujours qu'un léger picotement maintenant vaut mieux qu'une grande douleur plus tard. Il travailla avec une précision presque tendre. Il nettoya la coupure, puis appliqua un bandage autour de sa paume. Ses gestes n'étaient ni pressés ni brusques. Claire le regardait, la respiration bloquée dans sa poitrine. C'était Arthur Colmont, un homme qui influençait les marchés, un homme qui possédait la moitié de la ville. Et il était là dans une voiture, garé en train de lui bander la main, comme un père. L'absurdité de la scène, la douceur silencieuse du geste fissurèrent vers sa honte. Une larme brûlante glissa sur sa joue, puis une autre. Il termina le bandage et lui tendit un mouchoir propre, plié sorti de la poche intérieure de son manteau. « Pour ton visage, » dit-il sans la regarder. Il remit la voiture en marche et se réengagea dans la rue. Claire essuya son visage. « Merci, » murmura-t-elle. Les mots étaient faibles rauques. « Je t'en prie, » répondit-il. Ils roulèrent encore quelques rues en silence. « Sciences Po, » dit-il subitement. « Monsieur, c'était le plan non où? C'était le plan pour l'université. » « Pourquoi? » Elle baissa les yeux vers le mouchoir sur ses genoux. « J'aime l'histoire et les institutions. Je pensais pouvoir travailler un jour au ministère ou quelque chose comme ça. »« Tu veux servir, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Oui, un but noble, dit-il. Difficile à atteindre si tu n'es pas en réalité à l'école. » La honte la frappa de nouveau brûlante, coupante. « Vous ne comprenez pas? Alors fais-moi comprendre, Claire, » dit-il calmement.
Je vois une jeune femme, une lauréate nationale, la majeure de sa classe. Elle a une bourse complète pour une grande école et elle jette tout à la poubelle. Je ne l'ai pas jeté, éclata-t-elle la voix brisée. La colère qu'elle portait contre le monde, contre l'injustice, jaillit d'un coup. Je ne l'ai pas jeté. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Elle pleurait maintenant, ouvertement. Les sanglots qu'elle avait retenus dans la brasserie secouaient enfin tout son corps. Quel choix j'avais, souffla-t-elle. Je suis rentrée du lycée. Je venais de recevoir la lettre, celle de l'Élysée. J'étais tellement heureuse. J'ai couru à l'intérieur et maman était par terre. Elle n'arrivait plus à se relever. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait même plus pleurer. Arthur écoutait. Ses phalanges blanchissaient sur le volant. Le médecin a dit « lupus ». Il a dit que son ancien traitement ne fonctionnait plus, qu'il lui fallait un nouveau, un spécialiste. Et la mutuelle ne rembourse pas. C'est 900 € par mois rien que pour les comprimés. Et encore, ce n'est même pas les consultations ni les analyses. Elle se moucha avec son mouchoir indifférente, désormais à son apparence. Elle a perdu son autre boulot, ce travail chez vous. C'est tout ce qu'il nous reste. Je l'ai vue essayer de frotter le sol et elle s'est mise à pleurer parce que ses mains étaient trop enflées. Elle allait être virée. On allait perdre l'appartement. On allait tout perdre. Sa voix descendit à un murmure. Alors, j'ai mis la lettre à la poubelle. J'ai appelé le lycée et j'ai dit que je ne reviendrais plus. J'ai pris son téléphone. J'ai bloqué le numéro de la proviseure. Il fallait, pour qu'elle ne puisse pas appeler maman. Et tu as commencé à travailler, dit Arthur. Il fallait que je couvre ses heures chez vous, gratuitement, pour que Georges ne voie pas qu'elle était malade. Et j'ai pris le travail à la brasserie, le service de nuit. C'était 11 € de l'heure. J'économisais pour le traitement, j'y étais presque. Il me manquait juste une semaine. Elle n'avait plus rien. La confession l'avait vidée. Elle posa sa tête contre la vitre froide. « Je déteste ça, murmura-t-elle. Je déteste ça. Mais j'aime ma mère. Je ne pouvais pas aller en cours d'histoire. Je ne pouvais pas écrire des dissertations sur la politique pendant que ma mère disparaissait. À quoi sert une bourse si je perds ma mère? » Arthur resta silencieux. Il conduisait. Il réfléchissait. Ce n'était pas une adolescente qui séchait les cours, c'était une soldate. Une soldate faisant un choix tactique terrible. Une soldate en train de perdre une guerre. Il s'arrêta devant son immeuble gris, le même où il était venu l'après-midi. « Tu ressembles beaucoup à ta mère, » dit-il. « Quoi? » « Elle aussi m'a menti, » répondit-il en se tournant vers elle. Elle a essayé de cacher sa maladie pour protéger son travail. Pour te protéger. Toi, tu m'as menti pour la protéger. Vous êtes une famille de très mauvais menteurs. Un infime sourire humide passa sur ses lèvres. Et vous êtes toutes les deux très fières, continua-t-il. Et votre fierté est en train de te voler ton avenir. Et à ta mère, sa santé. C'est notre problème, monsieur. Je vous rembourserai pour les assiettes. Je ne sais pas comment, mais arrête de parler des assiettes, dit-il, l'agacement perçant dans sa voix. Les assiettes n'ont aucune importance. La brasserie n'a aucune importance. Les 900 € n'ont aucune importance. Pour nous, si. Non, répéta-t-il. Cette fois, sa voix était absolue. Sors de la voiture. Nous allons voir ta mère. La montée des 3 étages fut différente. Cette fois, Claire marchait devant les épaules tombantes vaincues. Arthur suivait une présence solide, inébranlable. Claire eut du mal avec la clé, sa main bandée la gênant.
Finalement, elle réussit à ouvrir la porte. L'appartement était sombre, éclairé seulement par le même petit radiateur électrique faiblard. Helen était assise sur le canapé, enveloppée d'une couverture fine, le visage marqué d'une terreur pure. Elle avait visiblement attendu derrière la porte, imaginant chaque scénario possible. Quand elle vit Claire dans l'uniforme sale de la brasserie, elle haleta. « Claire, mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé? » « Tu es blessé. » Puis elle vit Arthur Colmont se dresser dans l'embrasure de la porte. Son visage passa de la peur à une honte profonde écrasante. Elle essaya de se lever et redevenir la gouvernante impeccable. Ses jambes flanchèrent. Elle retomba. « Monsieur Colmont, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas quoi dire. Elle travaille de nuit à une brasserie. Pour payer ton traitement, » dit Arthur en avançant dans la petite pièce. « Le traitement dont tu ne m'as jamais parlé. » La vérité s'abattit dans la pièce froide. Nette, crue, implacable. Hélène regarda Claire. Claire regarda le sol. « Tu lui as dit, » chuchota Hélène à sa fille. « Il était là, maman, à la brasserie. J'ai fait tomber un plateau. J'ai tout cassé. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. » Les défenses de Claire s'effondrèrent. Elle se précipita vers le canapé et s'écroula enfouissant son visage dans les genoux de sa mère sanglotant. Hélène passa ses bras autour d'elle, ses mains enflées, caressant difficilement ses cheveux. Elle leva les yeux vers Arthur, qui se tenait au-dessus d'elle, comme un juge. « S'il vous plaît, » supplia Hélène, des larmes coulant sans fin. « Ne la punissez pas, c'est ma faute, toute ma faute. Je suis tombée malade. Je n'ai pas pu, je suis désolé. Je paierai tout ce qu'elle a cassé. Je travaillerai gratuitement. S'il vous plaît, ne prévenez pas la police. Ne faites pas de mal à ma fille. » Arthur regarda les deux femmes agrippées l'une à l'autre, perdues dans un océan de dettes, de maladies et de peur. Il sentit une douleur vive et soudaine dans sa poitrine. Ce n'était pas son cœur, c'était quelque chose de plus ancien. Le souvenir de sa propre mère après le télégramme. Le souvenir d'une maison qui avait tout l'argent du monde, mais plus aucune joie. « Lui faire du mal », répéta-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Hélène, je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Je suis ici pour vous empêcher, vous, de lui en faire. » Hélène leva les yeux déconcertée. « Quoi votre fierté? » »« Sa fierté. Vous la laissez détruire toute sa vie, toute sa brillante vie, parce que vous êtes trop fier pour demander de l'aide. »« De l'aide » répéta Hélène, comme si le mot lui était étranger. « De qui aide des gens comme nous? »« Moi, » dit Arthur simplement. Il s'avança vers le petit fauteuil usé et s'assit. Il n'avait plus rien du milliardaire imposant, juste un vieil homme dans une petite pièce glaciale. « Voici ce qui va se passer, » dit-il. Ce n'était pas une proposition, c'était un fait. Demain matin à 9h, une voiture viendra. Elle vous emmènera, Hélène, à la Pitié-Salpêtrière. J'ai parlé à un médecin là-bas, le docteur Aéry. C'est le meilleur spécialiste du pays pour votre maladie. C'est un vieil ami. Hélène le fixait, la bouche ouverte. Je ne peux pas. Le coup, je ne peux pas. Vous ne parlerez pas de coup, coupa Arthur. Vous parlerez de votre santé. Le transport, les soins, les médicaments, tout est réglé. Tout est payé. Mais pourquoi? Il leva une main. Je n'ai pas fini. Claire leva son visage trempé de larmes du giron de sa mère. Mon assistant Georges sera au lycée Jules Ferry à 8h. Il rencontrera la proviseure. Il expliquera l'urgence familiale. Il expliquera que tu passeras tes examens finaux. Tu valideras ton année. Ton absence sera rectifiée. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Mais la bourse, j'ai
J'ai raté la date limite. Elle est perdue. Les dates limites, dit Arthur avec un rare sourire mince, sont souvent de simples suggestions, pour ceux qui ne savent pas convaincre. Georges est très convaincant. Il parlera ce soir même au comité d'admission de Sciences Po. Tu accepteras ta bourse. Tu iras à Paris à la rentrée. C'est définitif. La pièce tomba dans un silence total. Hélène et Claire le fixaient sidérés. En 2 minutes, il avait résolu des problèmes qui les écrasaient depuis des mois. Hélène fut la première à parler. Sa voix n'était qu'un souffle fragile. « Monsieur Colmont, pourquoi c'est de la charité? On ne peut pas accepter. C'est trop. » Arthur se pencha en avant. La fatigue de son insomnie de 3 heures du matin revint mais différente, plus profonde, plus ancienne. Ce n'est pas de la charité, Hélène. Il la regarda droit dans les yeux. Je suis venu ici cet après-midi. J'ai vu votre appartement. J'ai vu une photographie près de votre porte. Hélène jeta un regard vers la petite table encombrée. Une photo. Une petite. Un homme en uniforme. Un uniforme militaire. La main d'Hélène vola à sa gorge. Mon père. Papa. Robert Miller dit. Arthur. Oui, répondit Hélène, la voix pleine de fierté filiale. Capitaine Robert Miller. Arthur hocha lentement la tête. Je le savais, murmura-t-il. Je le pensais, mais il fallait que je sois certain. Vous connaissiez mon père? Non, dit Arthur, je n'ai jamais eu cet honneur. Mais j'ai entendu parler de lui. Il fit une pause. Il allait raconter une histoire qu'il n'avait pas dite depuis 50 ans. J'avais un frère aîné, dit-il, la voix lointaine. Thomas? Tommy? Il était tout ce que je n'étais pas. Bavard, drôle, courageux. Je l'adorais. Claire et Hélène étaient immobiles. J'étais en école de commerce. Lui, il s'est engagé dans l'armée. Il a été envoyé en Algérie. 2e rep. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. C'était le régiment de mon père. Oui, dit Arthur, votre père était son capitaine. Et Tommy? Arthur inspira profondément. Il n'est pas revenu. Il avait 20 ans. Ça a détruit ma mère. Ça a brisé notre famille. Il baissa les yeux vers ses mains, les mains qui avaient de construit un empire. Après, ma mère s'est éteinte peu à peu. Et puis, une lettre est arrivée. Une lettre d'un capitaine. Votre père. Arthur avala difficilement. Il parlait de Tommy. Il disait qu'il était courageux. Il racontait comment mon frère avait sauvé 2 autres soldats. Il disait qu'il n'était pas seul, qu'il lui tenait la main, qu'il était fier d'avoir servi avec lui. Arthur dut s'arrêter. Il se racla la gorge. Votre père a écrit 3 lettres, Hélène, à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, sur un garçon qu'elle avait perdu. Ces lettres, ce sont elles qui ont maintenu ma mère en vie. C'était un cadeau de paix. Il nous a rendu mon frère. Il plongea une main dans la poche intérieure de sa veste. Il sortit son portefeuille. D'une fente usée, un pli ancien, il tira un petit carré de papier. C'était une vieille photo, usée fendue au pli. Une photographie, la même que celle posée sur son étagère. Un groupe de jeunes soldats dans la jungle. Il la tendit à Hélène. Elle la prit d'une main tremblante. Elle vit un groupe de garçons, épuisés mais souriants, et au centre, un jeune homme au visage doux et déterminé, et juste à côté de lui, un garçon plus grand, souriant, largement, un bras passé autour de ses épaules. « C'est mon père », murmura Hélène, le doigt glissant sur le visage. Et lui dit Arthur, en désignant le garçon souriant, « C'est mon frère Tommy ». Claire se pencha les yeux écarquillés. Elle voyait son grand-père jeune, plein de vie, un homme qu'elle n'avait connu que vieux silencieux, sentant le tabac froid.
Votre père, dit Arthur, la voix serrée d'émotion, n'a jamais laissé personne derrière lui, ni ses hommes, ni même leur mémoire. Il regarda Claire, son visage pâle, épuiser la corde d'honneur autour de son cou, et les yeux de son grand-père dans les siens. « Je suis un homme très très riche, depuis très longtemps, dit Arthur, mais j'ai toujours porté une dette que je ne pouvais pas payer. Une dette envers votre père pour sa bonté, pour son honneur. » Il se leva. « Ce n'est pas de la charité, c'est la famille. C'est une dette en retard depuis 50 ans. Votre grand-père a sauvé ma famille, Hélène. Maintenant, vous allez me laisser aider la sienne. » Arthur regarda sa montre. Il était passé minuit. « Une voiture sera là à 9 heures. Hélène, répéta-t-il d'une voix douce mais ferme. Préparez-vous. L'équipe du docteur Aéry vous attendra. » Hélène hocha seulement la tête, les yeux rivés sur la vieille photo. « Claire, dit-il. » Elle leva la tête, le visage rouge et gonflé. « Je t'attends demain au lycée, à 8h30. Mon assistant Georges t'y rejoindra. Tu entreras, tu parleras à la proviseure et tu organiseras la passation de tes examens finaux. »« Oui, monsieur, » murmura-t-elle. « Bien. » Il marcha jusqu'à la porte, puis s'arrêta. « Et Georges a aussi reçu l'ordre de faire rétablir votre électricité et votre gaz et d'organiser une livraison de courses. On ne peut pas avancer quand on a froid et faim. » Il se tourna vers Hélène. « Votre père ne laissait personne derrière lui. » Hélène, dit Arthur doucement. « Il est temps que sa famille soit traitée de la même manière. » Il sortit. La porte se referma doucement. Pendant une minute entière, mère et fille restèrent immobiles. Puis Hélène laissa échapper un long souffle tremblé, un son à mi-chemin, entre un sanglot et un rire nerveux. Claire se précipita dans la petite cuisine, son corps cédant enfin sous le poids de la nuit. Quand elle eut fini de trembler, Hélène était là, appuyée sur son déambulateur, un verre d'eau à la main. « Maman, » murmura Claire, la gorge brûlée. « Est-ce que c'est réel? » Hélène regarda autour d'elle le petit appartement froid, les avis de coupure, l'uniforme ruiné de la brasserie, puis la photo vieille de 50 ans dans sa main. « Je crois que oui, ma chérie, » dit Hélène, la voix tremblante. « Je crois que ton grand-père vient de nous sauver. » 2 semaines passèrent dans un flou total. C'était comme regarder une vie entière se reconstruire sous les mains d'une équipe invisible et parfaitement organisée. À 8h30, une Claire tremblante retrouva Georges au lycée Jules Ferry. Un homme au costume simple mais impeccable. Calme, professionnel, maîtrisant tout. La proviseure Madame Dwight sortit précipitamment de son bureau, le visage mêlant inquiétude et soulagement. « Claire. Ma chérie, nous étions tellement inquiètes. C'était une urgence médicale familiale. » Madame Dwight, dit Georges en lui tendant un dossier. Claire s'occupait de sa mère. Voici les documents du service de la Pitié-Salpêtrière. Les yeux de la proviseure parcoururent les lettres. Toutes ces vérités administratives disparurent remplacées par une compassion profonde. « Oh, ma pauvre, » souffla-t-elle. « Pourquoi ne rien avoir dit? Je ne savais pas comment, » murmura Claire. « Tout est réglé maintenant, » dit Georges. « Nous devons seulement organiser ces examens finaux. » « Bien sûr, oui, tout ce qu'il faut. » Pendant que Claire était au lycée, une autre voiture venait chercher Hélène. Elle était terrifiée, mais à la Pitié-Salpêtrière, des infirmières l'attendaient, connaissaient déjà son nom. Le docteur Aéry, un homme aux yeux chaleureux, s'assit avec elle pendant 1 heure. « Nous allons arranger cela, dit-il. Votre seul travail maintenant est de vous reposer. » Pour la première fois depuis 1 an, Hélène dormit sans douleur, sans peur. À l'appartement, l'électricité revint. Le radiateur à gaz se ralluma, inondant les pièces de chaleur. Un service de course,
livra des sacs remplis de vraie nourriture. Claire étudia. Elle passa ses examens. Les mots sur les pages n'étaient là plus les fantômes d'une vie perdue, mais une carte. Le jour de la remise des diplômes arriva. Il faisait chaud et beau. La cour du lycée était remplie de chaises pliantes. Claire était sur l'estrade coiffée du bonnet bleu, la toge assortie, et autour de son cou, la corde d'honneur bleue et or. Elle regarda la foule. À la 3e rangée, elle les vit. Sa mère était en fauteuil roulant, mais ce n'était plus la femme grisâtre brisée de l'appartement. Le gonflement de ses mains avait diminué. Ses cheveux étaient coiffés. Elle souriait un sourire dont la fierté brûlante était si intense que Claire pouvait la sentir jusque depuis l'estrade. À côté d'elle, dans un simple costume gris, était assis Arthur Colmont. Il ne ressemblait pas à un milliardaire. Il ressemblait à un grand-père. Il croisa le regard de Claire. Il ne sourit pas. Il hocha seulement la tête, un geste de respect. C'est ton jour. Quand son nom fut appelé major de promotion, Claire Miller, les applaudissements furent tonitruants. Elle avança jusqu'au pupitre. Elle déplia son discours. Elle regarda ses notes. Puis elle leva les yeux vers sa mère et vers Arthur. Elle replia la feuille et la posa. « Bonjour, dit-elle. » Sa voix était claire. Elle ne tremblait pas. « J'avais écrit un discours sur l'avenir, mais je ne veux pas parler de ça. » Elle serra les bords du pupitre. « Je veux parler de ce qui arrive. Quand on ne voit plus d'avenir. Je veux parler de la gentillesse. Nous pensons que l'histoire est faite par de grands personnages, par des présidents et des milliardaires. » Elle vit Arthur bouger légèrement sur sa chaise. Mais l'histoire est aussi faite de petits choix, par des gens fatigués, effrayés, mais qui choisissent malgré tout de faire ce qui est juste. Par un soldat qui écrit une lettre à une mère en deuil qu'il n'a jamais rencontrée. Par une mère qui préférerait tout perdre plutôt que laisser sa fille voir sa douleur. Par des gens qui voient quelqu'un tomber et, au lieu de passer leur chemin, s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et ils tendent la main. Ses yeux restèrent fixés sur ceux de sa mère. Mon avenir, il n'est pas bas seulement le mien. Il a été payé pour moi. Il l'a été par mon grand-père il y a 50 ans. Par ma mère qui a sacrifié sa santé pour moi. Et il m'a été rendu par un homme qui comprend que personne ne devrait être laissé derrière. Elle inspira profondément. Félicitations à ma promotion. On l'a fait, mais ne cherchez pas seulement à réussir, cherchez à être bon. C'est comme ça qu'on change le monde. Merci. Le terrain resta silencieux une seconde, puis les applaudissements éclatèrent. Pas polis, tonnerre. Les élèves se levèrent, les parents se levèrent. Madame Douette pleurait. Hélène sanglotait dans ses mains. Arthur lui tapotait l'épaule. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient. 1 mois plus tard, Hélène était de retour. Elle n'était pas guérie, le lupus ne disparaît pas comme un rhume, mais elle était en rémission. Le nouveau traitement, les bons soins, lui avaient rendu sa vie. Elle était assise dans la bibliothèque d'Arthur. Elle avait demandé ce rendez-vous. « Arthur », dit-elle. Il avait insisté pour qu'elle utilise son prénom. « Je ne pourrai jamais vous remercier. Les mots manquent. Mais je ne veux pas être un cas de charité. Je dois travailler. Je dois servir à quelque chose. » Arthur sourit. Il attendait exactement cela. « Tu as raison. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai un poste pour toi. » Il désigna une pile de boîtes d'archives. « Ma mère avait créé un petit fonds, dit-il. Elle l'appelait « le fonds du régiment ». Son idée était d'offrir de petites aides aux enfants et petits-enfants d'anciens combattants. Aider pour les livres ou un dépôt de garantie, un petit geste de bonté comme elle disait. Il soupira.
Après sa mort, je l'ai laissé tomber en sommeil. J'étais occupé. Je construisais des choses. J'ai oublié. Puis il la regarda les yeux sérieux. Je l'ai relancé. Je l'ai doté comme il faut. Mais il lui faut un directeur. Il lui faut quelqu'un pour lire les lettres, trouver ceux qui ont besoin d'aide. Quelqu'un pour en être le cœur. Hélène le fixait perdue. Mais je suis une gouvernante. Non, dit Arthur. Tu es la fille d'un vétéran. Une femme qui comprend le sacrifice. Qui sait ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et d'être trop fière pour la demander. Je ne vois personne de plus qualifié. Hélène regarda les boîtes. Ce qu'on lui offrait n'était pas de la charité, c'était une mission. Oui, dit-elle la voix nette. Oui, j'en serai honorée. L'été toucha à sa fin. Un matin frais de fin août, Claire se préparait à partir pour Sciences Po. Hélène, désormais en rémission, la regardait partir depuis leur nouvel appartement lumineux. La berline d'Arthur se gara. Il en sortit. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête », répondit Claire avec un grand sourire. « Quelques petites choses, dit-il, en lui tendant une boîte. Dedans, un nouvel ordinateur portable pour ses travaux en sciences politiques. Arthur, c'est trop n'importe quoi, répondit-il. Puis il lui donna une enveloppe plate. Et ceci. Elle l'ouvrit. C'était un cadre simple en bois sombre. À l'intérieur, la photographie les jeunes hommes dans la jungle, son grand-père et le frère d'Arthur. « Mais c'est à vous, dit-elle, celui de votre bureau. » « Non, répondit Arthur en douceur. Celui de mon bureau appartenait à ma mère. Celui-ci, c'était celui de Tommy. Il était dans son portefeuille quand on a renvoyé ses affaires. Il a passé 50 ans dans une boîte. Je crois qu'il voudrait que tu l'aies dit, Arthur, doucement, pour te rappeler de quoi tu es faite. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle le prit dans ses bras. Ce n'était pas une petite étreinte timide, c'était une véritable étreinte de gratitude. « Merci, murmura-t-elle, pour tout, pour m'avoir vu. » Il lui tapota doucement le dos, la gorge serrée. « Allez, dit-il, ne sois pas en retard. » Paris n'attend personne. Elle serra sa mère dans ses bras, longtemps fort. « Je t'aime, maman. Prends tes médicaments. » « Je les prendrai, dit Hélène en riant à travers une larme. Et appelle-moi tous les soirs, je le ferai. » Claire monta dans le taxi. Par la vitre arrière, elle regarda s'éloigner le trottoir. Elle vit sa mère debout, forte vivante, et elle vit Arthur le milliardaire, qui avait passé tant de nuits sans sommeil. Il avait passé un bras autour des épaules d'Hélène. Deux personnes venues de deux mondes différents, debout sur un trottoir, regardant s'en aller l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. Arthur resta là jusqu'à ce que la voiture disparaisse, puis il leva les yeux vers le ciel bleu éclatant. Il avait bâti un empire en percevant des motifs des tempêtes des marchés des concurrents. Mais pendant 50 ans, il avait manqué le plus important. Il avait cherché comment payer une dette envers le passé, sans comprendre que cette dette devait être payée au futur. Une sensation étrange naquit dans sa poitrine, un calme, une paix. « Viens, Hélène, dit-il, en la guidant vers sa voiture. Allons au bureau. Nous avons du travail. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, il se sentit capable enfin de dormir cette nuit-là. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, une dette vieille de 50 ans enfin honorée. J'espère que ce récit, montrant comment un simple acte de bonté peut traverser les générations et changer un avenir, vous a offert un moment de réflexion. Dites-moi, où étiez-vous en l'écoutant? Vous détendiez-vous le soir? Ou bien commenciez-vous votre journée avec une tasse de thé? Laissez un petit mot en commentaire. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour la prochaine histoire, un like et un abonnement font une immense différence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.